Salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bonjour tout le monde. Avant de commencer, j'aimerais d'abord remercier le comité d'organisation de la SMT pour cette belle et excellente organisation. Et également, je le remercie pour l'invitation et de m'avoir confié un sujet qui est très très intéressant et d'actualité. Et également, j'aimerais remercier les laboratoires CareMed pour leur soutien et pour l'atelier d'hier et pour le symposium d'aujourd'hui. Donc, comme une suite logique par rapport au côté pratique qu'on a vu hier, les données du CGM doivent être interprétées en se référant aux recommandations. C'est l'objectif de ce symposium. Donc, comment interpréter le profil ambulatoire de glucose sur la base des recommandations. Donc, mon agenda est le suivant. On va commencer d'abord par un petit quiz. Puis, donc, on va introduire le sujet et on verra qu'est-ce que c'est déjà l'HGP, comment le définir, quelle est la place dans la pratique médicale de tous les jours, comment interpréter un HGP selon les recommandations de sociétés savantes. Et puis, on va essayer de terminer donc, notre présentation par un guide pratique qui est très, très bien adapté à la consultation. Donc, mon quiz est le suivant. L'objectif du quiz, bien évidemment, ce n'est pas pour vous évaluer, mais pour vous montrer que malheureusement, la surveillance glycémique capillaire nous donne une information qui est partielle et on ne peut pas se permettre de prendre une décision sur la base d'une surveillance glycémique capillaire. Mais si on met un CGM chez le patient, par exemple, on aura une image qui est beaucoup plus complète et beaucoup plus parlante. Donc, en guise d'introduction, vous savez que la technologie CGM actuellement connaît un rythme de développement qui est très, très, très accéléré. D'où la nécessité de notre part de l'acquisition de compétences, à la fois côté pratique mise en place, mais également, surtout, l'interprétation des données du CGM, notamment les nouveaux index de variabilité glycémique, les nouvelles data, et ceci nécessite bien évidemment une feuille de route qui doit être pratique. Qu'est-ce que c'est l'HGP? On va revenir un peu à l'histoire des CGM. Vous savez tous que le premier CGM a été donc validé par la FDA en 1999. C'était le CGM de la société Medtronic. Et puis, à partir de cette date, et avec l'émergence des données et des data, on a eu besoin de la proposition d'un HGP. Donc, le premier HGP a été proposé en 2013. Puis, en 2017, il y a eu donc la proposition d'un nouveau consensus international et ce consensus a permis d'avoir donc 14 paramètres pour l'interprétation des données du CGM. Puis en 2019, il y avait un nouveau consensus qui a mis à jour donc, le consensus de 2017, mais cette fois-ci, il a validé 10 paramètres et c'est sur la base de ce consensus qu'on va travailler aujourd'hui notre présentation. Puis récemment, il y avait une petite mise à jour donc en septembre 2023, mais il n'y avait pas vraiment un grand changement par rapport à 2019. Qu'est-ce que c'est l'HGP? Comment le définir? On l'appelle HGP en anglais, PHG en français. C'est un rapport qui est standardisé, qui est pratique, d'une seule page, pour présenter graphiquement un résumé de l'état de contrôle glycémique chez les patients diabétiques qui utilisent un système CGM. C'est en fait un résumé qui est à la fois visuel et statistique des paramètres, des différents paramètres de glycémie issus du dispositif de CGM. Donc, son interprétation doit être faite par une analyse méthodique selon le consensus international d'experts publié en 2019 et qui a validé 10 paramètres qu'on verra en détail. Et ici, donc, c'est un rapport HGP qui est recommandé par l'ADA. Donc, actuellement, on exige que tous les dispositifs CGM nous permettent d'avoir un HGP concordant avec cette image. Et cet HGP, en fait, est constitué, comme vous le voyez, de 3 parties. La première partie contient, on peut la scinder également en 2 petites parties, contient cette échelle colorimétrique et la deuxième partie contient les différents paramètres statistiques. On verra tous les paramètres en détail.
Et puis, la deuxième paramètre, ce graphique, il correspond en fait à la superposition des différents points de glycémie interstitielle enregistrés sur les 14 jours. Et puis, cette troisième partie, c'est les daily views, les profils quotidiens qui nous permettent d'avoir plus de détails par rapport à l'explication des phénomènes qu'on voit ou bien qu'on constate sur les deux premières parties. Donc, vous voyez que c'est un rapport qui est standardisé, qui est organisé en une seule page. Alors, qu'en est-il par rapport à la place de l'HGP dans la pratique clinique? Il faut savoir qu'à partir de 2020, l'ADA a inclus les paramètres de l'HGP dans ses recommandations. Et actuellement, on exige en termes d'évaluation de l'équilibre glycémique à la fois l'hémoglobine glyquée et ou les paramètres du CGM, d'où la nécessité de ce symposium pour mettre à jour nos informations par rapport aux données de CGM. Alors, ici, donc, c'est une plaque de l'ADA 2024, donc, avec les différents détails des 10 paramètres à respecter lors de l'interprétation du rapport HGP. Le premier paramètre, c'est le nombre de jours de port du CGM. On exige obligatoirement un minimum de 14 jours. 14 jours de port du CGM, c'est obligatoire pour valider un HGP, très important. Puis le deuxième paramètre, c'est le temps d'activité du capteur. C'est également un paramètre qui est important. On exige un minimum de 70% d'activité. Donc le capteur doit être actif au moins 70% de temps au cours des 14 jours. Très important. Donc, ce qui est activité par rapport, par exemple, au real-time CGM, c'est la connexion. Donc, le capteur doit être connecté via Bluetooth, comme on a vu hier à l'atelier, de façon continue. Et puis, le glucose moyen, c'est un paramètre qui est également important. Vous voyez là que l'ADA n'a pas précisé le seuil dans le cadre de l'individualisation thérapeutique, on verra. Et puis, le glucose management indicator, un paramètre qui est également très, très important. C'est ce qu'on appelait avant l'hémoglobine glyquée estimée. Donc, on verra également l'intérêt et les seuils à respecter. Et puis, le cinquième paramètre, le coefficient de variation, un paramètre, c'est la pierre angulaire actuellement en termes de variabilité glycémique. C'est ce qui a été retenu comme paramètre en termes de variabilité glycémique sur l'HGP. On le verra également en détail. Et puis, on passe aux différentes plages cibles, à savoir la plage cible en hyperglycémie niveau 2. Et là également, vous constatez que les objectifs ils sont différents en fonction du profil du patient. On exige, chez les patients diabétiques qui n'ont pas de comorbidité et qui ne sont pas fragiles, de ne pas dépasser 5% dans cette plage. Et puis pour les sujets âgés ou fragiles, on peut tolérer un seuil de 10%. Et puis pour le TAR, la plage d'hyperglycémie niveau 1, chez les patients diabétiques adultes qui n'ont pas de comorbidité et qui ne sont pas fragiles, on peut tolérer une plage qui peut aller jusqu'à 25%. Mais pour les adultes fragiles, on peut tolérer plus, c'est-à-dire jusqu'à 50% d'hyperglycémie niveau 1. Et puis le fameux TIR, le fameux time in range, un paramètre qui est également très important actuellement. En fait, ce que c'est le TIR, c'est une plage cible entre 70 et 180, mais on verra que ces objectifs sont différents en fonction du profil du patient. On exige que le TIR, le time in range, doit dépasser 70% chez le patient diabétique qui n'est pas fragile, qui n'a pas de comorbidité. Mais pour le patient âgé fragile, on peut tolérer un TIR jusqu'à 50%. C'est tout à fait logique puisqu'on a toléré une hyperglycémie, une plage en hyperglycémie à 50%. Et puis par rapport au TBR, le time below range, en hypoglycémie niveau 1, on peut tolérer chez le patient diabétique adulte qui n'a pas de comorbidité un temps en hypoglycémie niveau 1 de 4%, inférieur à 4%. Mais pour les sujets âgés fragiles, vous savez tous que le sujet fragile, la hantise, c'est l'hypoglycémie, donc on ne peut pas tolérer plus de 1% en hypoglycémie, qu'il soit niveau 1 ou niveau 2, chez ce profil de patient. C'est très important. Et puis, le TBR niveau 2, c'est-à-dire une hypoglycémie inférieure à 0,54, là, on tolère un seuil de 1% uniquement chez les patients diabétiques qui sont pas fragiles.
Un petit mot sur quelques paramètres qu'on a jugés importants à détailler. Le time in range, ce paramètre a fait couler beaucoup d'encre. En fait, actuellement, il s'est avéré qu'il y a une corrélation inverse entre le tir et l'hémoglobine glyquée mesurée au laboratoire. Toute augmentation un seuil de 70% du tir correspond en fait à de façon approximative à une hémoglobine glyquée mesurée au laboratoire de 7%. Donc 70% du tir, c'est presque 7% d'hémoglobine glyquée. Et une augmentation du tir de 10% correspond en fait à une diminution de 0,5% de l'hémoglobine glyquée mesurée au laboratoire. Donc cette corrélation inverse, elle est importante. Et en plus, en termes de complications micro-angiopathiques, il faut savoir qu'actuellement, donc une augmentation du tir de 10% permet donc de réduire le risque de microalbuminurie de 40% et de réduire le risque de rétinopathie diabétique de 64%. Ceci en termes de complications microangiopathiques. Et puis, toujours dans le cadre du time in range, quel est l'avantage du tir par rapport à l'hémoglobine glyquée mesurée au laboratoire? Il permet en fait de refléter les excursions glycémiques de façon beaucoup plus précise par rapport à l'hémoglobine glyquée mesurée au laboratoire. Et également, un paramètre qui est important, c'est qu'il reflète et on aura un feedback qui est immédiat. Donc, tout changement de thérapeutique ou de mesure hygiéno-diététique, sur les 14 jours, on aura un tir, donc on aura un feedback immédiat et ça va nous permettre d'avoir une vision beaucoup plus claire par rapport au prochain tir ou bien au prochain hémoglobine glyquée. Également, comme vous le voyez sur l'échelle colorimétrique, c'est accessible et c'est intuitif. Et ceci surtout pour le patient. Donc vous voyez que l'échelle colorimétrique, donc toutes les couleurs, c'est une échelle qui est intuitive et très très simple pour les patients. Et surtout dans le cadre d'éducation thérapeutique, c'est important. Et puis, comme vous savez tous, c'est l'hémoglobine glyquée, donc est susceptible aux interférences, ce qui n'est pas le cas du time in range. Actuellement, la nouveauté, on parle actuellement, donc en 2024, on parle du time in tight range. C'est une plage qui est beaucoup plus serrée que le tir. Et comme vous savez, donc actuellement, avec la nouvelle technologie, notamment de pompe à insuline et boucle fermée, on peut se permettre de serrer les objectifs vu le risque qui est moindre d'hypoglycémie. Comme vous savez, quand on serre les objectifs, le risque c'est l'hypoglycémie. Mais avec la nouvelle technologie, on peut se permettre de serrer les objectifs. Mais l'ADA est encore réticente par rapport à ce nouveau paramètre, le titre. Donc, on ne l'a pas encore inclus dans les recommandations. Un article qui est également très, très intéressant et tout récent du mois de mai 2024, donc, qui a été écrit par Louis Monnier. Donc, comment traiter les hypoglycémies iatrogènes à l'ère des nouvelles technologies? Ceci dans le cadre d'expliquer un petit peu ce que c'est le TBR, le Time Below Range. Donc, ce qui m'a impressionné sur cet article, c'est cette comparaison. En fait, c'est une étude qui est préliminaire, qui avait comparé plusieurs approches thérapeutiques concernant le diabète de type 1. Et cette zone grise, en fait, correspond aux objectifs en termes de TBR niveau 1, c'est-à-dire un seuil inférieur à 70%. Et vous voyez que la seule approche thérapeutique qui a validé l'objectif, c'est la boucle fermée. Mais ce qui est beaucoup plus impressionnant, c'est cette comparaison entre multi-injection plus real-time CGM et pompe plus autosurveillance glycémique. Donc, en termes de réduction du risque d'hypoglycémie, le fait de mettre un patient sous basal bolus sous CGM permet de réduire le risque d'hypoglycémie de façon beaucoup plus importante et significative par rapport à la mise d'un patient sous autosurveillance glycémique et pompe à insuline. Très, très important. Ceci se confirme encore beaucoup plus dans le TBR niveau 2, c'est-à-dire un seuil inférieur à 0,54. Et là, vous voyez que les multi-injections associées à un real-time CGM valident l'objectif comme la boucle fermée en termes de réduction d'hypoglycémie niveau 2. C'est très, très important. Alors, le tir, on en a parlé. Malheureusement, c'est le cas de 2 patients qui ont la même variabilité glycémique, d'accord? Donc, ils ont la même variabilité glycémique. Vous allez constater que le tir, il est totalement différent. Le tir chez le premier patient, il est de l'ordre de 100%, alors que le tir chez le deuxième patient est moins de 50%. Ceci dit quoi? Ceci dit que malheureusement, le tir ne permet pas de refléter la variabilité glycémique. Donc, on aura besoin d'autres paramètres
y compris le coefficient de variation. Et actuellement, donc, on compte une dizaine, voire plus d'index de variabilité glycémique. Mais le problème, c'est que ces index de variabilité glycémique sont parfois compliqués, donc difficiles à calculer. Donc, la déviation standard, coefficient de variation, le MAGE, le mode, le conga, la TER, le LBG, le MAG, l'espace interquartile. Donc, c'est toute une série, mais ce qu'on aura, nous, sur la GP, c'est ce paramètre de coefficient de variation. C'est ce qui a été retenu par les recommandations. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un index de variabilité glycémique qui reflète le risque d'hypoglycémie, très, très important, et la variabilité intrajournalière. Donc, ce qui a été fixé, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est 36% de seuil pour séparer les diabètes stables et instables. Moins de 37%, c'est un diabète qui est stable. Plus de 37%, c'est un diabète qui est instable. Mais pour les patients qui ont un risque important d'hypoglycémie, notamment sous insuline ou sous famille d'hypoglycémiants, on peut faire baisser ce seuil jusqu'à 33%. Il a été dit dans les recommandations, on ne l'a pas précisé tout à l'heure, sur la plaque de l'ADA. Donc, on peut faire baisser le seuil à 33% si on a un profil de patient qui est prédisposé à l'hypoglycémie. Alors, donc, les deux derniers index de variabilité glycémique, on verra l'intervalle interquartile, on va en parler sur la GP, et pour les variations intervisites, on utilise déjà l'hémoglobine glyquée et la glycémie agent dans nos consultations. Donc, toujours dans le cadre du coefficient de variation, donc cette échelle du coefficient de variation, en fait, montre que moins de 27% du CV du coefficient de variation, c'est en fait la plage physiologique. Donc, chez les patients qui sont en bonne santé, qui ne sont pas diabétiques, en fait, ont un CV moins de 27%. Par contre, à partir de 27% et jusqu'à 36%, ces patients ont une variabilité glycémique moindre, mais avec un risque minime d'hypoglycémie. Mais dès que ça dépasse 36%, le risque d'hypoglycémie augmente de façon très, très importante. Et c'est d'ailleurs la plage des patients diabétiques instables. Donc, c'est une comparaison également qui était très, très impressionnante et toute récente. En fait, on a pris deux groupes. Un groupe qu'on a mis sous CGM, un groupe contrôle. Et plusieurs études ont révélé l'impact significatif et très positif du port du CGM chez les différents groupes qui ont été étudiés. Donc, à la fois sur le coefficient de variation et le MAGE, mais également sur le TBR, c'est-à-dire le risque d'hypoglycémie. Donc, vous voyez l'intérêt de mettre nos patients sous CGM, c'est crucial et c'est très, très important comparativement au groupe contrôle où il n'y avait pas d'impact significatif. Une attention particulière à cette étude commissaire, elle avait comparé deux groupes, deux bras, DT1 sous multi-injection et DT1 sous pompe, et c'est avéré que le fait de mettre ces deux groupes sous CGM avait le même impact en termes de réduction du risque d'hypoglycémie. Donc le GMI, on va en parler donc, sur une ou deux plaques. Donc le GMI, en fait, correspond au taux moyen d'hémoglobine glyquée auquel on s'attendrait en fonction de la glycémie moyenne mesurée chez un grand nombre de personnes atteintes de diabète. Idéalement, la glycémie moyenne est calculée à partir de 14 jours des données de CGM. Et cette formule permet de calculer donc, le GMI, mais rassurez-vous, normalement, ça doit figurer de façon systématique sur la GP. Donc, on n'a pas besoin de le calculer. Et l'intérêt majeur du GMI, c'est surtout cette comparaison entre GMI et hémoglobine glyquée mesurée au laboratoire. Et c'est avéré qu'il y avait des discordances ou bien des différences qui sont à l'état physiologique minime de l'ordre de 0,1% chez 81% des patients, des gens. Mais quand il y a une discordance qui est beaucoup plus importante, alors là, c'est là où il y a l'intérêt du GMI, parce qu'en fait, il dépend du temps d'évaluation, du taux de glycation d'hémoglobine. Il y a des patients qui sont obligateurs, chez qui on va trouver des chiffres d'hémoglobine glyquée qui sont surestimés. Et le problème chez cette catégorie de patients, quand on intensifie le traitement, on peut tomber dans l'hypoglycémie parce que c'est une hémoglobine glyquée qui est surestimée. D'où l'intérêt chez cette catégorie de patients d'avoir des données de CGM et surtout le GMI. Et des situations également, comme vous savez tous, donc les failles de l'hémoglobine glyquée, situation d'anémie, d'hémoglobinopathie. Donc le GMI va gagner en termes de spectre dans les années à venir. Alors, comment interpréter la GP selon les recommandations? Donc, vous savez qu'il y a plusieurs dispositifs de CGM et chaque dispositif a son propre AGP, mais on exige
de façon systématique d'avoir les 10 paramètres sur le rapport AGP de chaque dispositif. Donc, le capteur qu'on avait utilisé hier au cours de l'atelier, on a fait le côté pratique, donc, qui était plus ou moins simple. Donc, actuellement, donc, il faut passer au côté théorique. Donc, on a parlé hier que l'AGP, ce nouveau capteur qu'on a eu donc, récemment sur le marché marocain, l'avantage majeur, c'est qu'il nous permet d'avoir un AGP de façon spontanée et automatique après la fin d'enregistrement. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'avec les 2 autres dispositifs, on a parfois des soucis de création de comptes sur d'autres plateformes pour télécharger l'AGP. Ce n'est pas toujours évident pour nos patients. Donc, ça nous facilite la tâche dans ce sens. Et puis, donc, vous voyez l'AGP du capteur ICANN qu'on a utilisé hier, il correspond exactement à celui des recommandations, avec les 3 parties dont on a parlé. Et puis, donc, on va passer rapidement donc, à l'interprétation étape par étape. Première chose, donc, on va suivre les recommandations. Premier paramètre dont on a parlé, c'est le nombre de jours de port du CGM. Vous voyez que c'est une patiente de la vraie vie. Donc, c'est un AGP d'une patiente de la vraie vie. Donc, vous voyez qu'il a respecté ce paramètre de durée d'enregistrement. Le temps d'activité du capteur, 93%, ça correspond aux recommandations. Le glucose moyen, donc normalement, on se fixe un objectif de 154, mais comme on a dit, il faut faire attention au profil du patient. Le GMI de 7,6%, toujours se référer bien évidemment aux objectifs en fonction du profil du patient. Coefficient de variation, vous voyez qu'il dépasse les 36%. On peut se permettre de dire que c'est un diabète qui est instable. Et puis, donc, cette échelle colorimétrique, les différentes plages, hyperglycémie niveau 2, donc c'est 14,5%, donc ça dépasse les recommandations. Hyperglycémie niveau 1, donc c'est 34%, ça dépasse les recommandations. Le tir de l'ordre de 49%, 49%, en fait, il faut faire attention au profil du patient. S'il s'agit, par exemple, vous voyez que l'âge, probablement la patiente, c'est une diabétique de type 1 qui est ancienne. Donc, il faut faire attention au profil. On peut tolérer 50% chez les patients qui sont fragiles et qui ont des comorbidités. Et puis, donc, le TBR, le temps en hypoglycémie niveau 1, donc vous voyez qu'il valide les objectifs, qu'il soit TBR niveau 1 ou niveau 2. Donc, par rapport à cette échelle colorimétrique, pour faciliter la tâche aux patients, il faut leur dire qu'on a besoin d'avoir plus de vert et moins de rouge. D'accord? C'est plus intuitif et c'est plus parlant pour nos patients. On a besoin d'avoir plus de vert et moins de rouge, c'est-à-dire éviter l'hypoglycémie, c'est la priorité en termes d'objectifs. Et puis, donc, pour nous, en tant que professionnels de santé, bien évidemment, on a besoin de précision et chaque profil de patient a des objectifs qui sont adaptés. Donc, quand vous voyez les patients, qui sont diabétiques du type 1, qu'ils soient jeunes ou adultes, qui ne sont pas fragiles, on en a parlé, donc c'est des objectifs qu'on a vus sur la plaque de l'ADA. Mais par contre, un patient qui est fragile, âgé, aux comorbidités, 50-50, 50-50 entre hyperglycémie et time in range. Pour les femmes enceintes diabétiques du type 1, déjà la première chose à faire, c'est rectifier le tir en termes de tir. Baisser, donc serrer la plage, c'est-à-dire le time in range, ce n'est pas la même définition. C'est 63-140 mg par décilitre. Donc, la définition du tir est différente par rapport aux autres patients. Et puis, on exige 70% du tir et 25% hyperglycémie niveau 1 et 4% hypoglycémie niveau 1. Pour les femmes enceintes diabétiques de type 2, là également, donc c'est toujours en cours d'étude, mais ce qu'on exige, c'est au moins 90% du tir. C'est différent. Donc, au moins 90% du tir. Alors, donc, une petite précision par rapport au dernier consensus. Ils ont précisé que les objectifs en termes du diabète de type 1 doivent être différents en fonction de l'ancienneté du diabète. Pour les patients diabétiques de type 1 qui viennent d'être diagnostiqués, dont l'ancienneté est moindre de 5 ans, il faut donc un tir de plus de 80%. C'est tout à fait logique. Donc, on est plus exigeant par rapport à cette catégorie de patients. Et puis, donc, pour le TBR, c'est la même chose. Pour le TAR également, il y avait une modification. On exige un time above range de plus de maximum de 15% niveau 1 et 5% niveau 2. Donc, on passe maintenant au graphique. Donc, en bas, en fait, c'est très, très important en termes d'interprétation. Pourquoi? Ça nous permet d'avoir, en fait, la première chose, c'est l'hypoglycémie, toujours guetter l'hypoglycémie, c'est la priorité. Donc, voir donc, cette ligne
du 25e percentile, 5e percentile, est-ce qu'il frôle le seuil d'hypoglycémie? C'est très important. Premier réflexe. Donc là, vous voyez que sur l'AGP qu'on a, donc, il a frôlé l'hypoglycémie. Donc il faut avoir une explication par rapport à cette hypoglycémie. Donc on a besoin de voir déjà la médiane de la glycémie également très importante en termes de tendance. Mais quand on a une grande variabilité glycémique, c'est difficile d'interpréter cette médiane de glycémie. Donc cette plage interquartile qui est donc en milieu, et correspond en fait à 50% des données. Et la variabilité à ce niveau, c'est-à-dire quand on a cette plage qui est bombée, en fait, elle correspond à des événements qui sont répétitifs chaque jour. C'est généralement des attitudes, des erreurs qui sont répétitives de façon quotidienne. Mais une plage interdicile qui est bombée, elle contient 90% des données et elle correspond en général à des excursions qui sont occasionnelles. C'est des excursions glycémiques qui sont occasionnelles, qui sont différentes entre les différents jours de la semaine. Généralement, c'est des patients qui ont des habitudes différentes entre les week-ends, par exemple, et les autres jours de la semaine, et également une activité sportive qui est irrégulière. L'idéal sur ce graphique, c'est d'avoir ce profil PEC plat, étroit et dans la cible. C'est l'idéal. Alors, donc, au cours de cette phase, on aura besoin d'une discussion interactive avec le patient sur son mode de vie, sur le type et les horaires du traitement, description et explication des différents événements. Et on aura besoin de cette étape de balisage. Donc, bien évidemment, préciser les horaires de repas, l'activité physique, les injections d'insuline, pour avoir des explications par rapport aux différents phénomènes. Donc, une plage cible, un profil PEC dont on a parlé, on n'a pas besoin de modification. Une plage interdicile qui est interquartile, qui est bombée. Donc, il faut faire attention avec les doses d'insuline, l'erreur de calcul du glucide, l'erreur de facteur de correction, changement constant des horaires. Une plage interdicile qui est bombée, il faut faire attention aux repas qui ne sont pas couverts par l'insuline, des délais inappropriés entre injection et repas, horaires irréguliers des repas, exercice et alcool. Et généralement, souvent, on a les deux plages qui sont bombées. Là, on aura besoin de tout faire donc, et de tout modifier concernant à la fois le traitement et le comportement. Les daily views, c'est une partie qui est très, très importante en termes de prise de décision thérapeutique. Donc là, première chose, toujours le même réflexe, guetter l'hypoglycémie et avoir des explications. Deuxième chose, expliquer les excursions glycémiques. Et puis, n'hésitez pas à comparer donc, les habitudes alimentaires au cours du week-end, comparativement aux autres jours de la semaine. Et une chose qui est également très, très importante, il faut toujours être positif et chercher une journée qui est plus ou moins dans la cible et voir ce que le patient fait au cours de cette journée comme habitude, donc et essayer de l'encourager. Et il y a certains profils, on n'a pas beaucoup de temps, il y a certains profils qu'il faut donc garder comme réflexe. Injection effectuée au début du repas, injection effectuée 20 minutes avant le repas et injection effectuée après le repas. Normalement, il faut avoir une injection 20 minutes avant le repas pour ne pas avoir ces excursions glycémiques. Et puis, donc, un resucrage excessif va aboutir à ce profil. C'est très important. Et par rapport à la basale, une dose optimale de basale donc, figure sur la première partie. Une dose faible de basale va donner ce profil. Une dose forte de basale va donner ce profil. Et le fameux phénomène de Loeb donne ce profil. Et puis, donc, collation avec un bolus insuline inadéquat. Et puis, donc, dose de correction avant le coucher. Donc, c'est des profils qu'il faut avoir dans la tête comme réflexe pour faciliter la tâche en termes d'interprétation des views. Donc, en fin d'interprétation, normalement, il faut avoir un récapitulatif vis-à-vis du patient et n'hésitez pas à utiliser cette méthode sandwich. Commencez toujours par un feedback positif, une deuxième partie avec les différentes critiques et les différentes choses à rectifier et puis terminez votre récapitulatif par un feedback positif. Donc, on va terminer par le guide pratique donc à travers des cas cliniques de la vraie vie qu'on a eu récemment donc, au cours de la consultation. C'est une patiente diabétique de type 1 depuis 32 ans, âgée de 44 ans, sous basal bolus, qui nous a été référée pour la première fois pour une formation en insulinothérapie fonctionnelle. Elle avait une hémoglobine glyquée initiale à 10%. Après, donc, elle a bénéficié d'une formation d'insulinothérapie fonctionnelle étalée sur 3 jours. Et puis, donc, on a mis en place un capteur ICANN et son profil AGP est le suivant. Donc, première chose à faire, et première étape, valider l'AGP. Très, très important. Donc, est-ce qu'il est valide? Donc, en se basant bien évidemment sur ces deux paramètres d'activité et de durée d'enregistrement.
guetter l'hypoglycémie, vérifier la présence d'hypoglycémie en se basant sur la plage d'hypoglycémie niveau 1 et niveau 2, mais également sur le profil, sur le graphique en milieu. Troisième chose, évaluer l'équilibre glycémique sur la base du GMI et du TIR. Et également, donc, voir le graphique, est-ce qu'il est PEC, plat, étroit et dans la cible. Et puis, donc, évaluer la variabilité glycémique en se basant sur le coefficient de variation et les différents intervalles interquartiles et interdiciles. Et puis, donc, explorer les profils quotidiens pour avoir des explications par rapport aux deux premières parties. Et puis, la sixième étape et la dernière étape, c'est une prise de décision partagée avec le patient et également éducation thérapeutique. D'autres cas également de la vraie vie, donc patient de 45 ans, DT1 depuis 35 ans, multicompliqué, sous-basal bolus, dégludec 20, asparte 11, 18. Donc, vous en pensez quoi? Première chose, validation de la GP. Donc, 14 jours, 93%, c'est valide. Deuxième chose à faire, vérifier l'hypoglycémie et elle correspond aux recommandations. Troisième chose, équilibre glycémique. Vous en pensez quoi? Dans les objectifs, on a le profil, la vignette clinique. C'est une patiente qui a un DT1 très très ancien, multicompliqué. On a dit que, recommandation, faites attention avec ce profil de patient qui a un risque d'hypoglycémie. On peut tolérer un tir jusqu'à 50%. Donc, variabilité glycémique, une forte variabilité glycémique à la fois sur la base du coefficient de variation qui est de 39%, mais également, vous voyez, donc, les espaces interquartiles et interdiciles qui sont bombés. Et puis, donc, les profils quotidiens, vous voyez qu'il y a une différence entre le week-end. Il y avait une journée où la patiente a été dans la cible. Donc, il faut voir ce qui s'est passé au cours de cette journée et prendre une décision avec la patiente et l'éduquer, bien évidemment. C'est le dernier cas clinique. Donc, pour cette patiente, l'avantage avec cette patiente, c'est qu'on a eu un AGP. On a eu donc le premier AGP et le deuxième pour la comparaison. C'est une patiente qu'on a reçue pour la première fois, donc récemment, c'est tout récent, je crois en avril. Donc, c'est une patiente de 40 ans, DT2 depuis 10 ans, sous-basal bolus depuis 3 ans, EU320, asparte 886, IMC à 35, pas de lipodystrophie, hémoglobine glycée à 11%. Elle se plaint d'hypoglycémie sévère, selon les dires de la patiente. D'accord? Donc, ce qu'on a fait initialement, c'est mettre la patiente sous CGM. Et la surprise, donc on a suivi la patiente au fur et à mesure de l'enregistrement. Donc la patiente faisait des hypoglycémies sévères effectivement, avec un TBR niveau 2 de 16,5%, de presque 16%. Donc c'est des hypoglycémies qui sont sévères. D'ailleurs, il a été hospitalisé à maintes reprises en réanimation. Donc il avait effectivement un TBR niveau 2 de presque 16%. C'est énorme. Donc ce qu'on avait fait, donc on a fait une intervention au cours de l'enregistrement du profil donc, AGP et on a arrêté à cette étape. Donc, à cette étape, on a arrêté carrément l'insulinothérapie, vu le risque vital. Et puis, donc, on a constaté qu'il y avait des excursions glycémiques. Donc, on était obligé de redresser le schéma thérapeutique et d'introduire une autre molécule qui était la liraglutide à dose progressive. Et on verra donc la suite. Donc, première, toujours être méthodique en termes d'interprétation. AGP valide. TBR niveau 1, correct, mais TBR niveau 2, largement supérieur à 1%. Puis, équilibre, tir, moins de 70%, GMI plus de 7%. Le coefficient de variation est très, très élevé, donc une grande variabilité glycémique. Plage interquartile, interdicile également très large. Et puis, donc, hypoglycémie itérative sous insuline, hyperglycémie après arrêt d'insuline. Ce qu'on a décidé, commencer la liraglutide 0,6 mg de façon progressive. Et après 15 jours, on a revu la patiente avec un nouvel AGP. Et la surprise, c'est qu'on a eu donc une évolution qui était spectaculaire, avec une réduction des hypoglycémies qui était dans les objectifs. Un tir à 83%. Et puis donc le GMI à 6, donc presque tout est correct, donc il y a quelques modifications à faire. Et vous voyez sur les profils quotidiens, tout est rentré dans l'ordre. Donc moralité, le CGM ne sert pas uniquement à l'évaluation, mais parfois on redresse le schéma thérapeutique, voire on redresse carrément le diagnostic. Donc je crois que j'ai terminé. Vous en pensez quoi, dernier AGP?
elle n'est pas valide. L'enregistrement de 6 jours. Donc, d'où la nécessité d'être systématique dans l'interprétation. Donc, les derniers messages. Le système CGM a révolutionné le paysage de la diabétologie. La SGP est un outil qui est synthétique, simplifiant la lecture des données. C'est un support également très, très, très intéressant pour le TP. Et puis, l'essentiel, c'est l'utilisation optimale de ce rapport pour un ajustement thérapeutique précis. Et dorénavant, la SGP doit figurer dans le dossier de nos patients, notamment diabétiques de type 1. Et puis, donc, je termine par cette image. Une image parfois vaut 1000 mots. Et n'hésitez pas donc à demander, à mettre vos patients sous CGM et à télécharger la SGP. Et voici une adresse pour les gens qui veulent perfectionner leurs compétences en termes d'interprétation de la SGP. Et je vous remercie pour votre attention.